La première information du jour nous amène à Tokyo et dans la région en général. Je voulais vous parler de cette information puisque nous avons eu hier soir d'ailleurs un reportage sur France Télévisions sur les host clubs qui avaient l'air de découvrir qu'au Japon effectivement il y avait des bars ou des établissements nocturnes ou diurnes même, ou dans lesquels des jeunes femmes pouvaient monnayer la présence d'un jeune homme à ses côtés, pour boire des coups, faire la conversation, lui dire des compliments, tout ça, sans jamais faire de sesque, c'est très mal, surtout avant le mariage, et là, les hosts, les hôtes, on va dire, ne se marient pas avec leurs clientes, c'est comme ça. Mais il se trouve que, ce reportage valait ce qui... Bon, on va pas en dire plus, c'est France Télé, c'est du vrai journalisme. Phénomène nouveau au Japon, les host clubs. Voilà, merci monsieur. La police a procédé, comme très souvent d'ailleurs, le mois dernier et les mois précédents, à la vérification de 729 clubs d'hôtes à Tokyo et dans sa région, donc il y a quand même beaucoup d'établissements du genre, bien pour vérifier justement si les pratiques commerciales malveillantes telles qu'elles sont prévues dans la loi contre la prostitution et les activités liées au sesque tarifé, voir si ces jeunes hôtes qui, selon France 2, ne pratiquent jamais le sesque avec leurs patients, merci, avec leurs clients, étaient bien en adéquation avec la loi. Et bien, oui, il se trouve que sur 729, 203 cas ont été forcés de suspendre leur activité parce que, justement, ou soumis à de fortes amendes, parce que selon la National Police Agency, il serait fort possible que les compagnons masculins qui divertissent les femmes parfois aillent un petit peu plus loin et que contre monnaie sonnante et trébuchante, eh bien ils trébuchent aussi sur la dame. Voilà, c'est donc 203 établissements. 203 établissements, c'est madame qui m'a amené un petit thé, sur 729 qui ont été épinglés par la police pour des pratiques interdites. Voilà, donc faites le ratio, 203 sur c'est bien ça, 203 sur 729. Voilà, je suis très mauvais en mathématiques, je sais que ça fait beaucoup. Voilà. Et la police a appréhendé 28 hôtes pour violation de la loi anti-prostitution, mais aussi, attention, parce que là, on n'est jamais déçu, en fait, avec les nouvelles sur les activités illégales touchant aux mœurs. La police a aussi appréhendé des hôtes. Alors là, on n'a pas de chiffres, malheureusement. J'ai vu 11, mais a priori ce serait peut-être plus. En tout cas, ça m'intéresse, je vais me renseigner plus avant. La police a appréhendé certains hôtes. Alors là, accrochez-vous à ce que vous pouvez, à la vie surtout. La police a découvert des pratiques qui se faisaient depuis la nuit des temps, bien sûr, qui consistent bien sûr à endetter fortement les dames qui sont vos clientes, à leur faire prendre des bouteilles de champagne à 1000, 2000, 3000, 3500 euros, bouteilles d'alcool fort très très cher aussi. Et comme elles ne peuvent pas payer, eh bien certains hôtes les aiguillent vers des Macs, des souteneurs, pour qu'elles se livrent elles-mêmes à la prostitution, afin de rembourser leurs dettes. C'est ce qu'on appelle une pratique mafieuse, mais quoi d'étonnant dans le fait que cette activité, qui est quand même intimement liée à la mafia japonaise, soit répertoriée. Non, moi je n'ai pas été plus étonné que ça. Par contre, j'ai été étonné de voir que ça s'était répandu à ce point-là. Donc merci France Télévisions pour ce reportage passionnant. J'ai pas pu aller au bout, je vous cache pas qu'après c'était sur les idoles, bon, ça m'intéressait beaucoup moins. Enfin en tout cas voilà, sachez qu'à Tokyo et environ les 729 clubs d'hôtes qui ont été contrôlés, eh bien il y en avait 203 qui étaient en infraction. Donc effectivement, France Télévisions, aucun hôte ne se prostitue. Merci pour ce travail de journalisme admirable. Voilà, nouvelle suivante. La nouvelle suivante nous emmène dans la préfecture de Tokushima, dont
la ville de Tokushima, où une jeune femme de 22 ans vient d'être arrêtée par la police, mademoiselle Onoe Yuri, pour avoir, oxy son ami. Merci pour l'abonnement Prime, vraiment merci pour le 7e mois d'abonnement, merci beaucoup, il va falloir que je remette à jour les compteurs, on est au-dessus de 60. Et donc cette jeune femme vient d'être arrêtée pour avoir suriné, on va dire, puisque le bot ne va pas le relever. Son amie, sa meilleure amie, qui possiblement, pour l'instant, l'enquête n'a pas permis de l'établir. Elles étaient collègues de travail à Saeki, un peu plus loin, dans la préfecture d'Oita, et il semblerait qu'elles aient été meilleures amies, peut-être même plus, on ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles étaient toutes les deux très dépressives, mais appartenaient aussi à des forums en ligne sur le HID, avec un amour particulier pour certains films, dont celui de Sonotion, vous savez, Suicide Club, dont elle parlait très souvent, mais aussi d'autres œuvres de fiction, et aussi ce désir un peu mortifère qu'ont beaucoup de jeunes gens de mettre fin à leur jour parce qu'ils ne trouvent plus d'avenir dans la société japonaise, qu'ils ne trouvent plus d'envie, aucune envie d'être parents, aucune envie d'être... De se marier, aucune envie de se projeter dans l'avenir, aucune envie d'appartenir à cette société. On a retrouvé beaucoup d'écrits en ce sens, et elles sont parties toutes les deux après des semaines et des semaines d'échanges avec d'autres gens dans leur cas, tous des jeunes gens japonais de la région, et d'autres qui parlaient de la même chose, ont beaucoup malheureusement passe à l'acte, et elles avaient pris une chambre d'hôtel toutes les deux le 26 mars. Elles ont passé plusieurs jours, plus d'une semaine d'ailleurs, dans cette chambre d'hôtel, avant que la femme de ménage ne retrouve le corps de la collègue de mademoiselle Onoe, avec suriné, on va dire, au niveau du cou, de la gorge, du visage et de la poitrine, donc décédée, et mademoiselle Onoe avec des blessures très graves au niveau du sternum, mais encore en vie, voilà. Elle est sortie du coma jeudi, il y a donc 4 jours, et elle a déclaré à la police que toutes les deux avaient emporté 2 couteaux avec elle à l'hôtel, et elle pensait faire une super fête pendant une semaine, et ensuite se supprimer, parce que pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a survécu, elle est donc mise en examen pour assassinat, puisque c'était prévu, c'était planifié. Malheureusement, je pense qu'à 22 ans, le cauchemar de sa vie ne fait que commencer, parce que en l'état actuel des choses, elle risque la perpétuité. C'est ce que le procureur va demander. C'est déjà ce qui est déjà transparu des premières auditions. Voilà. Je vous tiendrai au courant de cette affaire. Malheureusement, il y en a beaucoup de plus en plus. Affaire à suivre. La news suivante nous emmène à Kobe, dans la préfecture de Hyogo, où la police a arrêté un homme de 21 ans, Morita Ryusei, un employé de commerce, pour le viol répété d'une jeune fille de 13 ans, voilà, et 17 autres potentielles victimes du même âge, voire même certaines un peu plus jeunes. Voilà. Pour vous parler un peu de l'affaire, on est encore sur des forums spécialisés. Ce monsieur avait contacté cette jeune fille, cet enfant, sur un site de rencontres en ligne spécialisé, donc dans ce qu'on appelle en Occident des sugar daddy, qui sont donc des sites qui proposent à des jeunes filles, à des jeunes femmes, de rencontrer des vieux messieurs ou des messieurs, tout simplement, pour leur donner de l'argent pour une soirée, pour 1 heure, pour 10 minutes, pour un quart d'heure, même dans une voiture. C'est ce que relatent beaucoup d'associations qui s'occupent de ça, contre monnaie sonnante. Celles qui connaissent leur affaire savent qu'il faut se faire payer d'avance, parce que ce genre d'application propose ce genre de service. Et puis les filles trop jeunes
qui veulent juste se faire de l'argent très vite pour s'acheter une paire de chaussures, un sac à main, etc. Vous connaissez le problème, hein, je vous en ai très 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 souvent parlé. Eh bien, ils vont en espérant se faire payer en espèces parce qu'elles n'ont pas l'âge d'avoir un compte, etc. Et là, c'est ce qui s'est passé. Morita avait donné rendez-vous à cette jeune fille de 13 ans, hein, je le rappelle, dans un hôtel automatique, c'est-à-dire des hôtels dans lesquels il n'y a pas de contrôle. Vous y allez, vous payez avec votre carte, vous choisissez la chambre, etc. Et il a abusé d'elle à plusieurs reprises. Elle savait ce qui l'attendait puisqu'elle avait accepté de le rencontrer contre de l'argent, mais enfin... ça tombe quand même sous le coup de la loi, et de toute façon, il n'a pas à faire ça. Et surtout que, bien sûr, il n'a jamais payé, il abusait de ses victimes sans les payer. Alors ça ne change absolument rien à la chose. Il se trouve qu'elle communiquait en même temps avec il communiquait en même temps avec ses victimes via l'application Line, hein, qui, vous savez, c'est le réseau social le plus répandu au Japon, même s'il est totalement inusité en Occident. On sait donc que bien cet homme utilisait ce réseau social et d'autres pour contacter ses victimes et se faisait passer pour un monsieur très riche qui allait donner beaucoup d'argent à des enfants contre des relations S. Alors effectivement, les relations avaient lieu, mais il ne payait jamais rien parce que de toute façon, l'article du Kyodo dit que c'était un employé de commerce avec un salaire très très minime qui en plus dépensait en grande partie dans la en ligne. Voilà, donc il achetait aussi du contenu de ce type-là. Il a été mis en examen, heureusement, pour viol aggravé, etc. Enfin, vous connaissez la nouvelle loi, j'en ai souvent parlé de la révision de la loi sur la protection des mineurs, et il risque en l'état 20 ans de prison. Voilà, que je lui souhaite du fond du cœur. Voilà, et même plus si affinité. Je vous en reparlerai, de toute façon, je vous en reparle régulièrement, mais pour l'instant, affaire à suivre. Bon, les amis, notre nouvelle suivante nous amène dans la préfecture de Saitama. Voilà, je vais vous reparler des petits problèmes qu'il y a entre les Japonais natifs, on va dire, les Yamato, puisque c'est comme ça qu'on les nomme, et la communauté kurde, qui vient, comme vous savez, principalement de Syrie et de Turquie, qui réside plus particulièrement, les problèmes cette fois-ci viennent des villes de Kawaguchi et de Warabi, qui sont les villes les plus peuplées depuis quelques années de cette communauté kurde, avec environ 7000 pour Kawaguchi et 2800 pour Warabi. Et qui commence à être pris sérieusement pour cible par beaucoup de Japonais de plus en plus, et par les partis patriotes, nationalistes, etc., comme vous le voyez sur la photo qui est juste en bas, vous pouvez voir ici, hop là, c'est derrière le micro, le mot kurde écrit en katakana, ça vous laisse penser à ce qui peut être écrit ailleurs. Il y a de plus en plus de manifestations pour demander à ce que le terme de réfugié soit retiré aux Kurdes, et vous allez voir pourquoi. Et surtout que le gouvernement commence à légiférer parce que, malheureusement, il y a malheureusement des choses très 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 regrettables qui se passent dans ces préfectures-là. Alors, en février, manifestation que vous voyez là, c'est une manifestation de plusieurs partis de droite, on va dire, pour simplifier, même si c'est plus compliqué que ça au Japon, pour demander le départ immédiat donc de la communauté kurde et syrienne, etc., en général des réfugiés qui sont arrivés dans la région. Il y a eu énormément d'attaques. Alors, attention, on est au Japon, donc quand je parle d'attaques, ce sont des appels téléphoniques anonymes pour dire rentre dans ton pays, ce qui est pas bien. Des emails envoyés par exemple, quand ce sont des Kurdes qui travaillent dans des restaurants, des mails envoyés au patron pour dire que c'est un vilain Kurde, etc., etc. Enfin voilà, les traités de terrorisme, etc., etc. Et il y a eu beaucoup de petites manifestations localisées en février, justement lorsqu'il y a eu des manifestations
pour la Palestine, on va dire, et le HMAS, dans les rues de Tokyo, de Saitama, de Kawaguchi, de Warabi, de la part de la communauté kurde musulmane, donc, qui soutenait bien sûr les Palestiniens. Donc les Japonais ont découvert tous ces conflits importés auxquels ils n'étaient pas forcément habitués. Il y a eu des coups de fil envoyés à des restaurants qui ont employé donc des Kurdes, je vous l'ai dit, on dit partez du Japon, bande de terroristes, bande d'imbéciles, partez du Japon. Voilà, la violence s'était quand même arrêtée là, plus cette manifestation avec des drapeaux et des pancartes et on n'aime pas les gens méchants, tout ça. Bon, ça n'a pas été d'une violence extrême, mais enfin, voilà. Et on sent ce climat qui commence à monter de plus en plus. Il faut savoir qu'en ce moment, dans la préfecture, dans cette préfecture de Saitama, alors, avant de continuer, je vais faire un petit disclaimer, comme on dit. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'insultes pendant la dernière fois que j'ai parlé de ces problématiques-là. Je vous rappelle, ils ont été bien entendu signalés et des plaintes ont été posées. Je continue. Je parle d'événements qui se passent. Je vous invite à regarder ma chaîne plutôt que de vous focaliser. Je ne manquerai pas de faire une capsule de cette information. Je ne manquerai pas de mettre dans le titre ce dont il s'agit, donc tous ceux qui se sentiraient un peu le fondement irrité parce que je parle de leur religion ou de celle de leurs copains, voilà. Donc on peut continuer maintenant. Il se trouve que dans la préfecture de Saitama, on a environ 40 000 personnes qui sont plus ou moins liées à la communauté syrienne, kurde, pakistanaise, donc majorité musulmane. Et ça s'est plutôt bien passé, on va dire, dans les années, la fin des années 1990, quand ils ont commencé à arriver, à se regrouper, et cruelle erreur, je pense, dans cet endroit-là. C'est donc la plus grande population de toutes les municipalités, de toutes les préfectures. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de gens, de locaux, qui habitaient là avant, dans la préfecture de Saitama. Pas seulement des Yamato, comme je disais, des Japonais, mais aussi des étrangers qui étaient venus s'installer. Ça aurait pu être mon cas, ça aurait pu être le cas de beaucoup de gens qui sont venus s'installer avant, bien avant, des Chinois d'origine, des Coréens, des Français, tout ce que vous voulez. Et ce sont aussi plein des comportements, notamment au moment du Covid, où la communauté ne portait pas de masque parce que un des prêcheurs avait dit tout ça, le ramdam bruyant aussi, enfin la rupture, tout ça, et puis des agressions liées aussi à la différence de culture et d'appréhension de ce que peut être une femme, par exemple. Voilà. Il y a eu notamment beaucoup de problèmes liés à la propreté des rues, et encore une fois, je vous renvoie aux articles sortis, pour ceux qui ne liraient pas le japonais, dans Japan Times, Japan Today, notamment, et Mainichi version anglaise, qui sont 3 journaux d'information en langue anglaise, qui parlent des actualités japonaises, parce que la dernière fois on m'a dit « Oh là là, mais tu renvoies vers des trucs, c'est tout en japonais, on comprend pas ». Alors déjà, vous avez Google Trad, même si c'est pas génial, au moins vous avez une idée. Là, ce sont les articles en anglais. Vous allez voir, ils en parlent partout, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la propreté des rues, parce que, notamment, on parlait des Syriens. Et le Asahi Shimbun aussi, qui est également en anglais, je crois même. Il y a de quoi vous informer en anglais, ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller trouver ces nouvelles et voir que ce n'est pas le fruit de mon imagination, moi qui suis un horrible Nisnanob, voilà, encore une fois. Donc, il y a eu ce problème de propreté des rues qui est apparu aussi parce que les réfugiés récents qui arrivaient avaient l'habitude de jeter les déchets, je sais que ça fait exagéré, mais c'est malheureusement la vérité, par les fenêtres, et on a commencé à avoir beaucoup de déchets qui s'amoncelaient en bas des manchons, enfin des immeubles, etc. Donc il y a eu des plaintes, il y a eu des choses, et puis à un moment, les riverains se sont un peu rebellés, et au printemps 2003, on a commencé à voir des gens qui disaient les Kurdes, les Syriens, les Pakistanais, quand même, ils nous en tiquinent un petit peu, tout ça, c'est pas très bien. Et c'est à ce moment-là que le conseil municipal de Kawaguchi a adopté en juin 2003 un avis
un avis, donc une circulaire, un décret municipal qui demandait à la police locale une répression accrue contre les crimes et délits commis par certains étrangers. Et là, du coup, ils se sont retrouvés dans le collimateur des associations nationales parce que ça visait clairement, je vais vous dire à peu près, en gros, j'ai essayé de faire une trad vite fait, mais malheureusement, j'étais un peu... Alors que de nombreux étrangers vivent comme des citoyens respectueux de la loi, certains se livrent de façon répétée à des comportements imprudents, inciviques, dangereux et voire criminels, et provoquent de nombreux accidents et incidents corporels et matériels qui ne peuvent être négligés. Voilà. C'est dit de façon très japonaise, mais vous aurez compris ce dont au sujet duquel que je veux causer, comme on dit en bon français. Voilà. Vous le savez aussi, en juillet, des troubles avaient éclaté en ville qui opposaient des communautés, donc des Turcs, des Kurdes, des Syriens, dont certains étaient reliés au PKK, qui est un parti considéré comme terroriste, un parti kurde, beaucoup des réfugiés kurdes arrivés à l'époque de Syrie et surtout de Turquie appartiennent toujours à ce parti, donc catégorisés comme terroristes. D'ailleurs, les gens qui ont manifesté pour Gaza et tout ça étaient des gens du PKK, étaient donc repérés déjà comme terroristes. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de blessés à l'arme blanche, armes contendantes, etc., qui ont été envoyés à l'hôpital, et l'hôpital a été pris d'assaut. Je suis désolé, c'est pas drôle, mais enfin, on arrive à un tel point que bon. Et ça a donné lieu, bien, une fois de plus, à un coucou, de la part des locaux qui ont vu une preuve, peut-être qu'il y avait un petit problème de compatibilité entre plusieurs cultures. Alors, je voudrais d'ailleurs rebondir là-dessus, mais je pense qu'il ne regardera pas la vidéo et se contentera juste de m'insulter, de me menacer. Le monsieur qui m'a parlé de mon islamophobie chronique, etc., parce que j'avais fait une vidéo, enfin bon, peu importe. Je pense qu'effectivement, les religions abrahamiques n'ont rien à faire au Japon pour des raisons culturelles, et vous comprendrez aisément pourquoi, si vous connaissez un peu le Japon. Je pense que ça tombe sous le sens de la même façon que vouloir, par exemple, imaginons que nous voulions imposer des règles de vie shinto en Sicile, ça serait peut-être compliqué pour des raisons évidentes, mais visiblement ça n'est pas évident pour tout le monde. Enfin, peu importe. On a vu ça à l'époque, bien sûr, des manifestations. Aussi, on a vu ça après au niveau des récriminations qu'ont pu avoir les communautés diverses contre le gouvernement japonais qui n'étaient pas intervenus pour telle ou telle communauté, sachant qu'au Japon, il n'y a pas de communauté que celle nationale, comme c'est censé être le cas en France aussi. Normalement, c'est toujours le cas. Il se trouve que en décembre de l'année dernière, il y a eu une enquête des services de contre-espionnage et de sécurité du territoire qui ont réussi à établir un lien direct entre une organisation culturelle kurde qui s'occupe aussi de l'organisation de la communauté, qui commence à être une des plus importantes avec la communauté pakistanaise et indienne au Japon, et a trouvé des liens directs avec le PKK, donc je vous ai déjà parlé tout à l'heure, avec le Hamas et avec le Hezbollah aussi, pour qui il collectait régulièrement des fonds et pour qui il faisait aussi venir des réfugiés. Voilà. Je vous parlerai tout à l'heure du statut des réfugiés, justement. Il y a eu un monsieur en fin février 2024, voilà, un Kurde d'une trentaine d'années, commençait à contacter le Mainichi Shimbun, qui est un des plus gros des journaux au plus gros tirage au Japon, pour commencer à parler du sentiment d'insécurité qu'ils commençaient à avoir au Japon, ayant peur que quelqu'un leur tombe dessus, sachant que pour l'instant il n'y a eu aucune attaque de ressortissants étrangers, personne, aucun Kurde, aucun Syrien, personne n'a été blessé, personne n'a été ne serait-ce que secoué par le callback. Ce sont des insultes au téléphone, c'est très mal, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais enfin, on n'a pas eu de coups de couteau, etc., ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas forcément réciproque, mais bon, pardon, c'est parce que je suis méchant. Il a montré donc ce jeune Kurde d'une trentaine d'années, donc qui est membre d'une organisation représentante, donc liée aussi à ce parti, qui a montré son journal d'appels de téléphone portable en disant voilà, j'ai reçu 8 appels depuis la semaine dernière,
Et quand je réponds au téléphone, je suis insulté. On me dit de rentrer dans mon pays et que je soutiens un pays terroriste. Voilà. Donc c'est l'ampleur des violences qui sont adressées aux Kurdes et à la communauté. Bon, c'est très relatif, mais enfin, effectivement, il y a eu cette manifestation. Bon, en janvier, autre problème qui s'est posé et qui continue dans la même ville. Donc là, on est à Warabi, donc dans la préfecture de Saitama, donc juste à côté des autres villes dans lesquelles on a ces troubles. Eh bien, une association musulmane syrienne kurde a demandé l'autorisation d'avoir le parc Akigase à Saitama pour organiser un festival kurde traditionnel et les fêtes de l'Aïd, comme peuvent le demander toutes les associations pour avoir un espace. Voilà, il y a beaucoup de matsuri qui sont et pour la première fois ils voulaient organiser une grande fête là-bas. Eh bien, il se trouve qu'il y a eu énormément de plaintes et énormément de protestations contre l'organisation de cet événement. Eh bien, l'association qui gère les parcs de Saitama a fini par le refuser. Il y a eu beaucoup de questions aussi par rapport à ça, par rapport à la nécessité d'organiser de telles manifestations religieuses dans un pays qui n'en reconnaît justement aucune, qui a eu beaucoup de mal à établir un concordat, bien sûr une espèce de religion syncrétique, enfin de philosophie syncrétique entre le Shinto et le bouddhisme, et qui aujourd'hui est un pays, vous verrez beaucoup de temples, vous verrez beaucoup, les Japonais sont très pratiquants mais ne sont pas croyants. En fait, ils participent à des rites pour différentes fêtes du calendrier, mais enfin, moi, je pense connaître pas mal de gens, et j'en ai rarement vu qui croyaient vraiment, ou alors c'est des superstitions mélangées. Enfin, en tout cas, le fait de vouloir organiser des manifestations religieuses comme ça n'est pas quelque chose d'habituel, et surtout pour une religion qui n'est pas du tout une religion locale. Bon, je me dirais, le bouddhisme n'était pas non plus une religion locale, mais enfin, on va dire que depuis 2000 ans, il y a prescription, et encore une fois, que le bouddhisme retourne au bouddhistan. Voilà. Il y a eu donc des manifestations de citoyens concernés, comme on dit, c'est-à-dire là des associations de mères de famille et de parents près de la gare JR Line de Warabi. Des manifestants qui brandissaient des petites pancartes. Alors on est un peu moins que là-dessus, mais enfin bon, c'était surtout des gens qui avaient eu quelques informations et qui demandaient au gouvernement de renvoyer les faux réfugiés. Je vais passer un peu, je vais vous montrer un peu sur mes notes d'en haut. Enfin, il a été établi après par une enquête publique que depuis l'arrivée en masse des réfugiés syriens, il n'y a eu qu'un seul cas où un Kurde a été reconnu comme réfugié. Un seul cas. Les autres détiennent un statut de résident, activité désignée, etc., travailleurs. Ils ont l'autorisation de travailler au Japon, certains au Japon, mais une grande majorité, alors là, j'ai eu entre 65 et 81%, donc je vous dis une grande majorité, je sais que j'aime pas faire des fourchettes comme ça, enfin, les chiffres divergent, et comme dit l'autre, c'est beaucoup. Les autres ont tous un visa provisoire et temporaire exempté de détention, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des migrants illégaux, ou des expatriés illégaux, si vous voulez, j'aime bien ce mot-là, exemptés de détention, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés, ils ne sont pas autorisés à rester sur le territoire légalement, ils ont le droit de rester, mais ils ne sont pas détenus parce qu'il y a plus assez de place dans les centres de détention. La liberté, donc la liberté provisoire, on va dire, ne s'accompagne pas d'une autorisation de travail, ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Ceux qui ont ce statut-là, c'est-à-dire la majorité des ressortissants kurdes, turcs et syriens, n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de voyager hors de la préfecture, et ils ne peuvent pas adhérer à un programme national d'assurance maladie ou de solidarité, c'est-à-dire qu'ils sont totalement sans revenus. Donc c'est forcément très difficile, et comme le dit la National Police Agency, l'agence nationale de police, ils sont dans une situation très difficile, de grande précarité, et forcément beaucoup se livrent à des travaux noirs, c'est-à-dire souvent dans des entreprises de démolition ou des choses comme ça, mais aussi de plus en plus à des vols et à du trafic de substances, voilà, sachant qu'ils rejoignent beaucoup la clandestinité et qu'ils alimentent les réseaux. Voilà. Il y a
on va passer sur le reste, je vais voir un peu avec vos questions après. Je voudrais d'abord finir sur autre chose. Il y a un homme d'une trentaine d'années qui appartient à une organisation kurde qui veut justement essayer de canaliser tout ça. Qui a fait plusieurs pays d'accueil pour l'instant, et qui dit que lui sait que dans le monde entier, eh bien, il y a énormément de rejet envers les populations, surtout musulmanes. Alors il parle beaucoup de religion, c'est pas moi, c'est eux qui parlent beaucoup de religion. Et donc, comme il veut que sa communauté reste au Japon, ils ont organisé des milices locales pour veiller à ce que les ressortissants de sa communauté essaient de respecter un peu les lois et ne pas faire de bêtises pour ne pas se faire stigmatiser. Je pense que c'est un petit peu tard. Et il pose aussi le problème des enfants. Voilà, il pose le problème des enfants parce que justement il parle de cette grosse communauté syrienne, turque et kurde qui est arrivée à la fin des années 90, 2000, qui arrive quand même beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même la première communauté représentée à la préfecture de Saitama et qui fait en moyenne 4 enfants. C'est pour ça aussi que le gouvernement de M. Kishida les tolère, même s'ils ont pas de statut, qui sont en fait considérés comme des clandestins. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà vécu ou qui ont demandé des visas au Japon, vous savez que c'est quand même pas très facile et qu'en général ça se passe mal si vous avez votre visa qui dépasse, parce que justement, eh bien la communauté syrienne, turque et kurde au Japon, une moyenne de 4 enfants. Là aujourd'hui, les femmes japonaises sont à 1,3 et du coup la dénatalité importe beaucoup à notre monsieur Kishida, donc le Premier ministre, qui voit dans cette opportunité, malgré les incivilités, les bouleversements civilisationnels et qui peut y avoir et culturels, une opportunité pour le pays de relancer un peu sa natalité. Ça a été, on va dire, le leitmotiv de ces récentes déclarations. Ces associations communautaires donc, qui s'occupent de faire des patrouilles, etc., vous trouverez très facilement sur les journaux que je vous ai cités tout à l'heure des photos de ces gars. Donc ils ont des gilets jaunes avec une inscription marquée en japonais et marquée en kurde dessous, ou en turc ou en arabe dessous, pour dire que c'est le comité, pour aussi expliquer aux nouveaux arrivants qu'il ne faut pas jeter ses poubelles dans la rue, qu'il ne faut pas disposer des femmes comme on pouvait le faire dans les pays d'origine, etc. Expliquer aussi le respect de la personne humaine, le respect des traditions locales, etc. Et aussi l'acceptation d'autres religions, ce qui est le gros problème pour l'instant. Il y a aussi le nombre d'enfants nés et élevés au Japon qui a énormément augmenté, puisque tous les arrivants sont soit arrivés avec des enfants, soit en ont fait sur place. Et aujourd'hui, on se pose aussi le problème de la laïcité à l'école, dont je vous parle très souvent avec mon cher baron. Et aujourd'hui, il y a énormément de statuts de réfugiés qui sont demandés aussi pour les enfants. Le chef et les responsables, des associations kurdes, turques et syriennes aujourd'hui, disent et expriment leur désir de rester au Japon et d'y fonder une communauté dans un environnement sans persécution, parce que d'après les dires encore et les déclarations du Mainichi Shimbun, ils savent, alors je cite, qu'en Europe les musulmans sont persécutés, surtout en France et en Italie. Bon, je ne savais pas. Il veut que les enfants nés au Japon ne voient pas la haine et ne pas laisser souffrir les enfants kurdes, syriens et turcs nés au Japon, qui puissent vivre dans une bonne ambiance tout en continuant de pratiquer leur culture. Voilà, c'est une situation assez préoccupante, donc je voulais vous l'exposer, comme je vous expose toutes les situations préoccupantes. Je sais, je prends beaucoup de pincettes, mais je préfère, ça m'évite de répondre à tous les abrutis qui savent pas écouter une vidéo, pas vous donc, et donc on se donne rendez-vous à la gendarmerie pour les plaintes pour menaces de mort, pour ceux qui n'auront pas compris que je vous parle d'actualité et de problèmes comme je vous en parle régulièrement. Voilà, je vous tiendrai au courant, affaire à suivre.